À 7h32 du matin, le 10 février 1942, le lieutenant-commandant John Thatch observait 6 chasseurs japonais, 0 plongés vers ces 4 Wildcats au-dessus de l'île Wake, sachant que ces pilotes n'avaient peut-être que 90 secondes avant de mourir. Il avait 37 ans, 214 heures de vol sur Wildcat et aucun ennemi abattu. Les Japonais avaient envoyé 18 Mitsubishi A6MIO pour balayer les patrouilles américaines du ciel matinal. Le Wildcat de Thatch était plus lent. Le 0 montait plus vite, tournait plus serré et pouvait manœuvrer mieux que n'importe quel chasseur américain à n'importe quelle altitude. Les pilotes japonais le savaient. Les pilotes américains le savaient. Les chiffres étaient simples et cruels. Un 0 pouvait tourner plus court qu'un Wildcat en 14 secondes. 14 secondes pour se retrouver sur ta queue. 14 secondes pour aligner ses canons. 14 secondes pour te tuer. En février, la flotte du Pacifique avait déjà perdu 43 Wildcats dans des combats aériens 1 contre des 0. 43 pilotes qui avaient tenté de tourner avec eux. 43 funérailles. Le schéma ne changeait jamais. Le pilote américain voyait un 0. Le pilote américain tournait pour engager. Le 0 tournait plus serré. Le 0 l'abattait. Le commandement continuait d'envoyer les mêmes ordres, éviter les combats tournoyants, fuir si possible. Mais fuir signifiait abandonner les autres pilotes. Fuir signifiait laisser les 0 mitrailler tes camarades pendant que tu t'échappais. Thatch commandait l'escadron de chasse numéro 3. 4 pilotes, 4 Wildcats, 4 hommes qui lui faisaient confiance pour les garder en vie. Mais il n'avait aucune réponse au rayon de virage du 0. Aucune réponse à sa vitesse d'ascension. Aucune réponse sinon regarder de braves hommes mourir. 3 jours plus tôt, Thatch était assis dans ses quartiers à la base aéronavale de San Diego, fixant un paquet d'allumettes. Sa femme les lui avait envoyées dans un colis 20 allumettes en bois dans une fine boîte en carton. Il pensait au problème du 0 depuis des semaines. Comment battre un ennemi qui tourne mieux que toi? Comment survivre quand l'ennemi est plus rapide, plus agile et piloté par des hommes ayant 2 ans d'expérience au combat? Thatch prit 2 allumettes les tint parallèles, puis les fit bouger en sens inverse, les tissant l'une autour de l'autre. Les allumettes se croisèrent, se recroisèrent, sans jamais se séparer, se soutenant mutuellement. Et quelque chose s'alluma dans son esprit. Et si 2 Wildcats ne combattaient pas indépendamment? Et s'ils volaient en binôme, se croisant sans cesse? Si un 0 se mettait sur la queue d'un Wildcat, celui-ci tournerait vers son ailier. L'ailier tournerait vers lui. Ils se croiseraient, et le 0 poursuivant le premier Wildcat volerait directement dans la ligne de tir du second. C'était insensé. Cela violait toutes les doctrines de chasse figurant dans le manuel de la marine américaine. Les chasseurs combattaient seuls. Les paires restaient ensemble pour la navigation, mais au combat, elles se séparaient et affrontaient l'ennemi 1 contre 1. C'était ainsi que la guerre aérienne fonctionnait. C'était ainsi que tous les pilotes étaient formés depuis 1918. Mais Thatch ne pouvait plus chasser de son esprit ces allumettes qui se tissaient ensemble. Il ne pouvait plus cesser de penser à 43 pilotes morts. Il appela son ailier, le lieutenant Edward O'Hare, dans ses quartiers cette nuit-là. Il lui montra les allumettes, lui expliqua le tissage. O'Hare fixa les allumettes pendant 30 secondes, puis leva les yeux vers Thatch et posa une seule question. Quand est-ce qu'on l'essaye? 4 jours plus tard, Thatch allait découvrir si sa ruse des allumettes sauverait des vies ou ferait tuer 4 pilotes. Les 6-0 étaient à environ 200 yards et se rapprochaient rapidement. Sa main se porta sur la radio. Il était temps d'essayer quelque chose qui n'avait jamais été tenté au combat. Il était temps de voir si 2 allumettes pouvaient vaincre 6-0. La voix de Thatch grésilla dans la radio. « Tissage à mon signal ». Son ailier, le lieutenant junior Edward Bassett, volait à 240 mètres sur sa droite. 2 autres Wildcats, pilotés par les enseignes Daniel Sheedy et Edgar Coulson, volaient encore 300 mètres plus loin. 4 chasseurs américains en ligne lâche,
6-0 plongeant depuis 11 000 pieds. La doctrine standard disait « Séparez-vous, combattez indépendamment seuls ». Mais Thatch actionna sa radio et donna un ordre jamais prononcé dans un combat de la marine américaine. « Bassett sur moi. Modèle de tissage. Exécution. » Bassett tourna son Wildcat vers Thatch. Thatch fit de même. Ils volèrent l'un vers l'autre. Les zéros descendirent à 8000 pieds. Les pilotes japonais durent penser que les Américains paniquaient, qu'ils allaient se percuter. Mais Thatch et Bassett ne se percutèrent pas. À 400 yards, les deux pilotes virèrent brutalement. Thatch tira à gauche. Bassett tira à droite. Ils se croisèrent à 60 mètres d'écart, puis continuèrent à tourner, revenant se croiser encore. Une figure en 8. Deux avions se tissant l'un autour de l'autre comme ces allumettes sur le bureau de Thatch. Le pilote de tête du zéro choisit Bassett. S'engagea dans la poursuite, se rapprocha à 600 yards. Tactique standard du zéro s'approcher, exploiter la manœuvrabilité supérieure, marteler la cible avec les canons de 20 mm. Le pilote japonais s'attendait sans doute à ce que Bassett tente de tourner avec lui. Il s'attendait à une mise à mort facile. Mais Bassett ne s'éloigna pas du zéro. Il tourna vers Thatch. Le zéro suivit alignant ses canons. 500 yards, 400. Le zéro avait Bassett au centre de son viseur à 3 secondes de tirer. Puis le Wildcat de Thatch surgit à travers le motif de tissage dans la direction opposée. Le pilote du zéro eut soudain un nouveau problème. Il poursuivait Bassett, mais Bassett volait droit vers un autre Wildcat, et ce Wildcat avait ses mitrailleuses braquées sur lui. Thatch ouvrit le feu à 300 yards, 6 mitrailleuses de calibre .50 70 balles par seconde. Le pilote japonais n'avait qu'un choix, rompre l'attaque ou voler dans un mur de balles. Il rompit, tira violemment sur la droite et prit de l'altitude. Les 5 autres zéros se dispersèrent. Pour la première fois dans les combats du Pacifique, des zéros fuyaient devant des Wildcats. Sheedy et Coulson avaient vu le tissage fonctionner. Maintenant, ils l'essayèrent. Sheedy vira vers Coulson. Coulson vira vers Sheedy. 2 autres Wildcats se mirent à tisser. Un autre zéro s'engagea sur la queue de Coulson, se rapprocha à 400 yards. Alors Sheedy traversa le motif de tissage et le pilote japonais eut un mouvement de recul cabra et se désengagea. Le combat dura 6 minutes. 6-0 japonais contre 4 Wildcats américains. Le résultat standard aurait dû être 4 Américains morts. Mais quand les zéros finirent par reprendre de l'altitude et partir vers le nord-ouest, les 4 Wildcats volaient encore. Thatch vérifia son carburant, vérifia ses ailiers. Personne touché, personne tué. Le tissage avait fonctionné. Thatch se posa à Ford Island 40 minutes plus tard. Ses mains tremblaient non de peur mais d'adrénaline. De la prise de conscience que peut-être, juste peut-être, les pilotes américains n'avaient pas à mourir chaque fois qu'ils rencontraient des zéros. Mais le commandement de la chasse n'était pas convaincu. Cet après-midi-là, Thatch déposa son rapport de combat, décrivit le tissage, expliqua son fonctionnement, recommanda son adoption immédiate dans toutes les escadrilles de chasse. La réponse arriva 3 jours plus tard. Tactique intéressante. Nécessite des essais supplémentaires non approuvés pour un usage généralisé. Thatch resta longtemps à fixer cette réponse. 43 pilotes morts en février et le commandement réclamait encore des essais. Pendant ce temps, les Japonais préparaient quelque chose de plus grand. Quelque chose qui mettrait le tissage à l'épreuve dans des conditions qu'aucun pilote de chasse n'avait jamais affrontées, car dans 68 jours, Thatch volerait au-dessus d'une île appelée Midway, et il ferait face à 50 zéros avec 8 Wildcats. Entre février et juin 1942, Thatch entraîna chaque jour l'escadron de chasse 3 au tissage. Vols du matin, vols de l'après-midi, formation de nuit. Quand la lune éclairait assez ses pilotes, répétaient le schéma jusqu'à pouvoir l'exécuter les yeux fermés.
tourne vers ton ailier, croise, revient, recroise. Simple en théorie, implacable, en pratique à 300 mph sous le feu des zéros. La marine n'avait toujours pas officiellement approuvé la tactique, mais Thatch n'attendit pas l'approbation. Il l'enseigna à tout pilote prêt à écouter, montra les allumettes, dessina des schémas au tableau, expliqua la géométrie. Si un zéro s'engage sur ta queue, tu tournes vers ton ailier. Le zéro doit choisir te suivre et entrer dans la ligne de feu de ton ailier ou décrocher. Dans les deux cas, tu survis. Certains pilotes comprirent immédiatement. D'autres pensèrent que Thatch était fou. Un chef d'escadron lui affirma que le tissage violait les principes de base de la chasse. On ne vole pas vers un autre appareil en combat. Vous allez vous percuter, vous allez paniquer, vous ferez tuer les deux pilotes. Miles Thatch continua d'enseigner parce que les pilotes continuaient de mourir. En mai, la flotte du Pacifique avait perdu 91 Wildcats face aux 91 funérailles, 91 lettres aux familles, et le commandement de la chasse continuait d'émettre les mêmes ordres, éviter l'engagement si possible, fuir quand on est en infériorité numérique. Autant dire abandonner et mourir. Puis le renseignement naval intercepta des communications radio japonaises. Les déchiffreurs de la station Aipo à Pearl Harbor décryptèrent les messages. Les Japonais préparaient une attaque massive contre l'île de Midway. 4 porte-avions, 270 appareils, la plus grande opération aéronavale japonaise de l'histoire. L'attaque était prévue pour le 4 juin 1942. L'amiral Chester Nimitz rappela à Pearl Harbor tous les porte-avions disponibles. Il en avait 3 Yorktown Enterprise et Hornet. Les Japonais en avaient 4 plus 2 ans d'expérience du combat, plus des zéros capables de surclasser tout ce que possédait l'Amérique. L'arithmétique donnait des cauchemars. Les porte-avions américains étaient inférieurs en nombre. Les pilotes américains étaient surpassés. Et la piste de Midway serait réduite en gravats par les bombardiers japonais dans les 30 premières minutes. L'escadron de chasse 3 reçut ses ordres de départ le 26 mai, rallier l'USS Yorktown, se préparer aux opérations sur porte-avions. Thatch lut ses ordres et comprit ce qu'ils signifiaient. Son escadron volerait en patrouille de combat aérien au-dessus du Yorktown, lorsque les Japonais attaqueraient, protégeant le porte-avions des bombardiers, affrontant les zéros, peut-être pour mourir. Il rassembla ses pilotes ce soir-là. Là, c'est 7 hommes, 7 Wildcats, 7 vies suspendues, à un tour de passe-passe avec des allumettes que la marine n'avait toujours pas officiellement approuvées. Thatch leur montra encore une fois les allumettes, expliqua encore une fois le tissage. Puis il leur dit la vérité. Les Japonais amènent 50 zéros à Midway, peut-être plus. Nous aurons 8 Wildcats, peut-être moins si l'Enterprise ou le Hornet perdent des appareils avant la bataille. La seule façon de survivre, c'est le tissage. La seule façon de protéger le Yorktown, c'est le tissage. La seule façon de gagner, c'est le tissage. Un pilote posa la question évidente. Et si ça ne marche pas? Et si nous tissons et que les zéros nous abattent quand même? Thatch n'avait pas de bonne réponse. Il leur montra simplement encore les allumettes. Leur montra comment 2 allumettes qui se croisent peuvent se couvrir, se protéger, survivre ensemble, là où survivre seul est impossible. Le Yorktown quitta Pearl Harbor le 30 mai. 4 jours jusqu'à Midway. 4 jours pour se préparer à une bataille qui déciderait de la guerre du Pacifique. 4 jours pour prier pour qu'un stratagème d'allumettes fonctionne quand 50 zéros surgiront du ciel en hurlant. Car le 4 juin, à 09h30, Thatch lèverait les yeux et verrait quelque chose qu'aucun pilote américain n'avait jamais affronté, un ciel noir de chasseurs japonais. 4 juin 1942, 09h30. Thatch se trouvait à 14 000 pieds au-dessus du Yorktown, quand apparut la première vague d'attaque japonaise, 18 bombardiers en piqué Aichi, escortés par 12 zéros. Pas 50. Ce n'était pas la formation massive que le renseignement avait prédite, mais 12 zéros représentaient tout de même un rapport de 3 contre 1 face aux 4 avions de la section de Thatch. Les zéros arrivaient de haut à 15 000 pieds, selon la doctrine japonaise standard,
établir la supériorité d'altitude, plonger sur les chasseurs américains, utiliser la vitesse et la manœuvrabilité pour dominer le combat. Thatch compta les appareils ennemis, puis les siens 4 Wildcats, 12-0. Sa main appuya sur la radio. Motif de tissage. Exécution à mon signal. Son ailier, le lieutenant junior Edward Bassett, volait à environ 600 pieds sur sa droite. 2 autres Wildcats étaient derrière eux, les 0 Pitcairn. Thatch les vit s'engager, choisir leur cible. 3 0 fondirent sur lui. 4 allèrent vers Bassett. Les autres continuèrent vers le Yorktown. Thatch donna l'ordre « Signal execution ». Il vira brusquement vers Bassett. Bassett vira vers lui. Ils se croisèrent à 12 000 pieds. Les 3 0 qui poursuivaient Thatch eurent soudain un problème. Leur cible volait directement vers un autre Wildcat, et ce Wildcat avait ses mitrailleuses braquées sur eux. Le pilote du 0 de tête hésita seulement 2 secondes, mais 2 secondes à la vitesse du combat, équivalent à 400 yards. Thatch surgit du tissage et ouvrit le feu. Les balles de calibre 150 éventrèrent le capot moteur du 0. L'appareil japonais roula sur la gauche, traînant une épaisse fumée noire, et plongea. C'était le premier 0 abattu par Thatch, mais les 2 autres ne rompirent pas le combat. Ils avaient vu le tissage, compris le schéma, et s'adaptèrent. Au lieu de se placer derrière Thatch, ils se séparèrent. L'un monta, l'autre descendit. Ils attaquaient depuis 2 angles différents, forçant Thatch à choisir quelle menace contrer. Thatch monta en virage vers le 0 supérieur. Bassett se jeta vers le 0 inférieur. Le motif du tissage se brisa pendant 6 secondes. Les 2 Wildcats combattaient indépendamment exactement ce que Thatch voulait éviter. Le 0 supérieur ouvrit le feu sur Thatch à 800 yards. Des obus de 20 mm remontèrent le long de son aile gauche. 2 impacts traversèrent l'emplanture, un autre perça la verrière du cockpit à 8 cm de sa tête. Thatch sentit l'onde de choc, les fragments d'aluminium frapper sa combinaison, mais continua à virer. Bassett cria à la radio « Touché, répète, touché ». Thatch regarda à gauche. Le Wildcat de Bassett traînait une fumée blanche. Une fuite de liquide de refroidissement, peut-être pire. Le 0 inférieur était encore sur sa queue, le martelant de rafales de mitrailleuses. Thatch fit un choix. Il abandonna sa montée vers le 0 supérieur et plongea vers Bassett. Le tissage était rompu, mais le principe restait valable, se placer entre ton ailier et la menace. Thatch descendit sur le 0 inférieur par les 7 heures hauts. 600 yards, 500, 400. Il ouvrit le feu. Le 0 explosa. Des morceaux d'ailes et de fuselage tourbillonnèrent dans les airs. Le Wildcat de Bassett tremblait, perdait de l'altitude. Il annonça à la radio « Le moteur chauffe trop, je rentre au Yorktown ». Thatch lui répondit « Vas-y ». Il ordonna aux 2 autres Wildcats de l'escorter. Thatch se retrouva seul à 11 000 pieds, avec 10 0 encore dans le ciel. Le tissage fonctionnait avec un ailier. Sans ailier, Thatch n'était qu'un autre pilote de Wildcat, essayant de ne pas mourir. Il mit le cap sur le Yorktown et commença à descendre. 3 0 l'aperçurent et virèrent pour intercepter. Thatch chercha autour de lui des chasseurs amis. Il vit 4 Wildcats d'un autre escadron à 3 milles à l'est, trop loin pour aider. Les 3 0 se rapprochaient. Thatch n'avait ni ailier, ni tissage, ni autre option que la fuite. Mais fuir signifiait attirer les 0 vers le Yorktown, vers le porte-avions que son escadron devait protéger. Il appuya sur la radio, appela à l'aide, indiqua aux autres Wildcats qu'il affrontait 3 0 seul. Il leur dit « Si le tissage fonctionne, vous en verrez la preuve. Si ce n'est pas le cas, dites à ma femme que je l'aime. » Puis Thatch fit face aux 3 0, prêt à vérifier si une astuce d'allumette pouvait sauver la vie d'un seul pilote. Thatch était à 9 000 pieds lorsque les 3 0 atteignirent la portée de tir. Il était seul, sans ailier, pour tisser sans soutien. Mais il avait passé 4 mois à réfléchir au tissage, 4 mois à en comprendre la géométrie. Et il réalisa quelque chose.
Le tissage ne nécessitait pas 2 avions, seulement 2 points dans l'espace. Il vira brusquement à droite, puis immédiatement à gauche. Des virages anguleux et secs, pas les courbes lisses auxquelles les zéros s'attendaient. Le zéro de tête suivit le virage à droite de Thatch, mais celui-ci repartait déjà à gauche. Le pilote japonais dut corriger, tirer plus fort, brûler son énergie. Thatch recommença. Virage à droite, renversement à gauche. Le zéro suivait à droite. Thatch repartait à gauche. Le pilote japonais était toujours en retard d'une demi-seconde, toujours en train de corriger, de réagir. Et chaque correction lui faisait perdre de la vitesse, de l'énergie et l'avantage d'altitude. Après 40 secondes de renversement, le zéro était à la même altitude que Thatch. Même vitesse, même énergie, plus aucun avantage. Le pilote du zéro rompit le combat, pris de l'altitude. Les 2 autres le suivirent. Thatch venait de prouver quelque chose de crucial. Le principe du tissage fonctionnait même sans ailier. Des renversements brusques, des changements constants de direction. Ne jamais laisser l'ennemi prédire ton prochain mouvement. Le forcer à réagir. Le forcer à perdre de l'énergie. Le forcer à abandonner. Il se posa sur le Yorktown 20 minutes plus tard. Bassett était déjà à bord. Son Wildcat avait encaissé 4 impacts, mais le moteur avait tenu assez longtemps pour atteindre le porte-avions. Les autres pilotes de l'escadron de chasse 3 étaient en débriefing dans la salle de repos. Tous avaient vu le combat en solo de Thatch. Tous l'avaient vu survivre face à 3 zéros seuls. L'information se répandit dans les escadrons de chasse. Cet après-midi-là, le tissage de Thatch fonctionne même seul, même en infériorité numérique. Le soir venu, des pilotes de l'Enterprise et du Hornet demandaient déjà à Thatch d'expliquer sa tactique. Il leur montra les allumettes, dessina des schémas, démontra les renversements. Certains pilotes l'essayèrent cette nuit-là, volant par paires au-dessus des groupes de porte-avions, s'exerçant au tissage, apprenant le bon tempo. Le 5 juin, 18 pilotes de Wildcat savaient exécuter le schéma. Le 6 juin, ils étaient 32. Le tissage se propageait dans la flotte plus vite que n'importe quelle doctrine officielle. Les pilotes japonais le remarquèrent. Des interceptions radio du 7 juin mentionnaient de nouvelles tactiques américaines des chasseurs américains volant en paires coordonnées, effectuant des manœuvres imprévisibles des chasseurs américains qui refusaient de mourir. Un message intercepté d'un commandant de chasse japonais disait « Les pilotes américains de Wildcat ont changé leur méthode. Attendez-vous à une résistance accrue. » Le 10 juin, le Fighting Squadron 3 effectuait une patrouille de combat aérien au-dessus d'un convoi près de Midway. 8 Wildcats. 14 zéros attaquèrent. Thatch ordonna le tissage. Les 4 paires exécutèrent la manœuvre. Les zéros essayèrent leurs tactiques habituelles, isoler les Wildcats individuellement, exploiter leur supériorité de manœuvrabilité. Mais chaque fois qu'un zéro se mettait sur la queue d'un Wildcat, celui-ci tournait vers son ailier. Chaque fois que les zéros tentaient de séparer une paire, les 2 Wildcats se tournaient l'un vers l'autre. Le schéma tint bon. Après 12 minutes, les zéros rompirent le combat. 2 Wildcats furent endommagés, mais aucun abattu. Les Américains, eux, avaient descendu 3-0, 3 victoires confirmées. C'était la première fois dans le Pacifique que les Wildcats affichaient un ratio de destruction positif contre les zéros lors d'un affrontement majeur. Le commandement de la chasse finit par réagir. Le 15 juin, le commandant John Thatch reçut l'ordre de se présenter à Pearl Harbor, de rendre compte à l'amiral Nimitz et de préparer un exposé officiel sur la tactique du tissage. La marine voulait évaluer si ce stratagème d'allumette devait devenir doctrine officielle. Thatch arriva à Pearl Harbor le 18 juin. Il passa 2 jours à préparer sa présentation, schémas, images de combat, témoignages de pilotes, rapports de victoire, statistiques de survie, tout ce qu'il fallait pour démontrer que le tissage fonctionnait. Mais pendant que Thatch préparait son exposé, le renseignement japonais préparait autre chose. Les Japonais avaient analysé les nouvelles tactiques américaines, étudié le schéma du tissage et élaboré une contre-tactique, une méthode pour briser le tissage, pour abattre les 2 Wildcats à la fois. Le 21 juin, Thatch devait présenter le tissage à l'amiral Nimitz. Mais le 23 juin,
Le Fighting Squadron 3 allait affronter 18 zéros au-dessus de l'île Santa Cruz, et ces zéros allaient utiliser des tactiques conçues spécialement pour détruire le tissage de Thatch. 23 juin 1942. Yvsar 15 Santa Cruz. Le Fighting Squadron 3 escortait un convoi quand le radar détecta des contacts 18 appareils ennemis arrivant du nord-ouest à 12 000. Thatch compta ses Wildcats 8 avions 4 paires formation de tissage standard. Il avait présenté son exposé à Nimitz 3 jours plus tôt. Nimitz avait autorisé les essais du tissage sur le terrain dans tous les escadrons de chasse du Pacifique. Et maintenant, Thatch allait découvrir que les Japonais, eux aussi, avaient fait leur devoir. Les zéros arrivèrent à 16 000 pieds, mais ne plongèrent pas tout de suite. Ils tournoyèrent, patientèrent. Thatch les observa décrire des cercles en altitude pendant 90 secondes. Un comportement étrange, les zéros attaquaient toujours immédiatement, profitant d'aussitôt de leur avantage d'altitude avant que les Américains ne puissent grimper. Mais ceux-là attendaient quelque chose. Puis Thatch comprit les zéros se coordonnaient. 6 partirent à gauche, 6 à droite, 6 restèrent en hauteur. 3 groupes, 3 angles d'attaque. Ils connaissaient le tissage. Ils savaient que 2 Wildcats pouvaient se protéger d'une seule direction, mais de 3, en même temps, c'était autre chose. L'attaque survint à 08 à 17. 6 piquèrent d'en haut, 6 arrivèrent par le flanc gauche, 6 par le flanc droit. Thatch ordonna le tissage, mais ses pilotes hésitèrent. Quelle menace contraire quand elles viennent de 3 directions à la fois. Le lieutenant Basset choisit les zéros, en hauteur vira vers eux, mais exposa son flanc droit au groupe de droite. L'enseigne Chidi se détourna pour couvrir le flanc de Basset, mais cela brisa le schéma de tissage avec son propre ailier. En un instant, les 4 paires se retrouvèrent éclatées, 8 Wildcats, combattant chacun pour soi exactement ce que voulaient les Japonais. Thatch vit ce qui se passait, vit le tissage s'effondrer. Il prit la radio. « Reformez vos paires, accrochez-vous à vos ailiers, exécutez le tissage standard, ignorez les autres groupes. » Ses pilotes obéirent. Basset vira brutalement vers son ailier, le retrouva, s'aligna avec lui. Ils exécutèrent le tissage, même avec des zéros, attaquant de toutes parts. Les zéros d'en haut piquèrent. Basset tourna vers son ailier. Les zéros suivirent et se retrouvèrent face au canon de son compagnon. 2 zéros explosèrent. Les autres se dégagèrent. Le groupe de gauche attaqua ensuite, descendant à 14 000 pieds. Thatch et son ailier exécutèrent le tissage. Un zéro s'engagea, traversa le motif croisé, reçut une rafale de calibre .50 en plein cockpit et s'écrasa en flammes. Le groupe de droite attaqua la paire de Chidi. Même résultat, le tissage tint. Le zéro s'écrasa. Après 8 minutes, les Japonais avaient perdu 5 zéros. Les Américains, aucun Wildcat. L'attaque coordonnée sur 3 directions avait échoué. Les zéros prirent de l'altitude et se retirèrent. Mais Thatch savait qu'il venait de se passer quelque chose de crucial. Les Japonais s'étaient adaptés. Ils avaient étudié le tissage et développé des contre-tactiques. Que ces contre-tactiques s'aient échouées importait peu. Ce qui comptait, c'était que le commandement japonais prenait désormais le tissage au sérieux, assez au sérieux, pour entraîner des pilotes spécialement pour le vaincre. Ce soir-là, Thatch rédigea son rapport de combat. Il y décrivit l'attaque à 3 directions, expliqua comment le tissage avait tenu même sous une offensive coordonnée et recommanda son adoption immédiate et généralisée, plus d'essais, plus d'évaluations. Le tissage fonctionnait contre les tactiques standards. Il fonctionnait contre les tactiques adaptées. Il fonctionnait point final. Le rapport parvint à l'amiral Nimitz le 25 juin. Nimitz le transmit à l'amiral King, commandant en chef de la flotte américaine. King le lut attentivement les ratios de victoire, les statistiques de survie 0 pertes américaines, 5 pertes japonaises, 8 Wildcats contre 18 zéros. Le 29 juin, l'amiral King publia l'ordre de flotte N2G41,
1942, tous les escadrons de chasse de la flotte du Pacifique devaient immédiatement adopter le Thatch Weave comme doctrine de combat standard. Entraînement obligatoire pour tous les pilotes, exécution obligatoire dans tous les engagements. Le tour de magie des allumettes devenait désormais tactique officielle de la marine américaine. Mais les ordres venus de Washington mettaient du temps à atteindre chaque escadron du temps pour former les pilotes du temps pour pratiquer le schéma, et les Japonais, eux, n'attendaient pas. Le 7 juillet, au-dessus de Guadalcanal 32, 0 attaquèrent 12 Wildcats, issus de 6 escadrons différents. Certains connaissaient le tissage, d'autres non. Et ceux qui ne le connaissaient pas allaient apprendre à la dure pourquoi Thatch montrait des allumettes depuis 5 mois. 7 juillet 1942. Guadalcanal. 12 Wildcats de 6 escadrons distincts effectuaient une patrouille de combat aérien au-dessus du terrain de Henderson Field. 4 pilotes avaient été formés au tissage de Thatch. 8 ne le connaissaient pas. À 11h20-32, 0 apparurent venant du nord. Les 4 pilotes initiés se mirent aussitôt par paire et exécutèrent le schéma. Les 8 autres combattirent chacun pour soi selon la méthode traditionnelle du duel aérien 1 contre 1. 22 minutes plus tard, 6 Wildcats étaient abattus. Les 6 pilotes tués étaient ceux qui avaient combattu indépendamment. Les 4 pilotes utilisant le tissage survécurent sans une égratignure et revendiquèrent 7-0 abattus à eux seuls. L'amiral Halsey lut ce rapport de combat et émit immédiatement un ordre: chaque pilote de chasse du Pacifique Sud devait apprendre le Thatch Weave en moins de 2 semaines, sans exception. Les programmes d'entraînement commencèrent le 10 juillet. Thatch vola jusqu'à Guadalcanal et passa 3 semaines à enseigner le tissage à chaque escadron de l'île. Briefings le matin, entraînements en vol l'après-midi, débriefings le soir. Il montrait les allumettes, traçait les schémas, effectuait des démonstrations en vol. Certains pilotes apprenaient en 2 jours, d'autres en 1 semaine, mais tous apprenaient. Au 1er août, 96 pilotes de Wildcat savaient exécuter le tissage. Au 1er septembre, ils étaient 214. La tactique se répandit du Pacifique à l'Atlantique, des porte-avions aux bases terrestres des Wildcats à d'autres appareils. Les escadrons de P-38 Lightning commencèrent à l'utiliser, ceux de P-40 Warhawk également. Même certaines formations de bombardiers adaptèrent le motif croisé à des fins défensives. Les résultats furent immédiats et spectaculaires. En juin 1942, avant que le tissage ne devienne doctrine, les chasseurs américains affichaient un ratio de destruction de 0,44 pour 1 contre les 0 pour 10 chasseurs américains, perdus seulement 4-0 abattus. En octobre 1942, après l'adoption généralisée du tissage, le ratio atteignait 2-1 pour 1. Les Américains abattaient 2-0 pour chaque Wildcat perdu. Les pilotes japonais le détestaient. Des interceptions radio de septembre montraient des commandants d'escadrons japonais avertissant leurs pilotes du motif croisé américain. Ne vous engagez pas en poursuite arrière. Ne suivez pas les chasseurs américains dans la ligne de tir de leurs ailiers. Rompez le combat si les Américains exécutent des tactiques coordonnées. Mais rompre le combat signifiait perdre la bataille, laisser les chasseurs américains protéger leurs bombardiers, abandonner la supériorité aérienne. Le 0 restait plus rapide et plus maniable que le Wildcat, mais la vitesse et la manœuvrabilité ne servaient à rien si l'on ne pouvait pas mettre ses canons sur la cible, et le tissage rendait cela presque impossible. En janvier 1943, le tissage était devenu doctrine standard dans tous les escadrons de chasse américains. L'US Army Air Forces l'adopta, le corps des Marines aussi, et même les pilotes de la Royal Navy britannique commencèrent à l'apprendre pour leur porte-avions. La tactique née de 2 allumettes posées sur un bureau à San Diego était devenue la pierre angulaire de la doctrine de combat aérien allié. Thatch reçut la Navy Cross en février 1943. La citation disait « Pour héroïsme extraordinaire et service distingué dans le développement de tactiques de chasse
ayant sauvé de nombreuses vies américaines et contribué de manière significative au succès des opérations aéronavales des États-Unis. Mais Thach se souciait peu des médailles. Ce qui comptait pour lui, c'étaient les chiffres. Dans les 6 mois précédant l'adoption du tissage, la flotte du Pacifique avait perdu 137 Wildcats dans des combats contre les Zéros. Dans les 6 mois qui suivirent, elle n'en perdit que 41. 96 pilotes rentrèrent chez eux parce que 2 allumettes pouvaient se croiser. En mars 1943, le commandement de la chasse assigna Thach à l'instruction, le retira des opérations de combat et le renvoya à San Diego pour enseigner le tissage aux nouveaux pilotes. Il détestait cela, détestait être loin du front, mais le commandement lui rappela qu'il était plus précieux comme instructeur que comme combattant plus utile à enseigner le tour qu'à l'utiliser. Thach forma des pilotes pendant 18 mois, instruisit plus de 800 aviateurs de la marine. Chacun d'eux emporta la tactique au combat. Chacun d'eux survécut à des situations où il n'aurait jamais dû survivre, et chacun d'eux parla à d'autres pilotes du commandant qui avaient sauvé leur vie avec des allumettes. La guerre prit fin en août 1945. Thach avait 40 ans. Il avait effectué 73 missions de combat, obtenu 6 victoires confirmées, reçu la Navy Cross, 2 Distinguished Flying Crosses et 3 Air Medals. Mais rien de tout cela ne comptait autant que le chiffre qui importait vraiment plus de 2000 pilotes américains survécurent à la guerre parce qu'ils savaient tisser. Après la guerre, Thach se retrouva face à un choix: rester dans la marine ou retourner à la vie civile. Sa femme voulait qu'il rentre. Ses enfants le connaissaient à peine. Il était parti depuis 4 ans. Mais rester dans la marine signifiait continuer à enseigner, continuer à sauver des vies. Que fait un homme qui a sauvé 2000 pilotes avec des allumettes quand les armes se taisent? John Thach resta dans la marine. Il ne pouvait pas tourner le dos à l'enseignement. Il ne pouvait pas abandonner les pilotes qui devaient apprendre à survivre. Il passa les 27 années suivantes à former des pilotes de chasse, à développer des tactiques, à sauver des vies, sans tirer un seul coup de feu. La marine le promut commandant en 1946, capitaine en 1952, contre-amiral en 1960. Il commanda des groupes de porte-avions pendant la guerre de Corée. Il ne vola plus jamais en combat, mais ses pilotes, eux, le firent, et chacun d'eux connaissait le tissage. Les pilotes de chasse de la guerre de Corée l'appelaient officiellement le Thach Weave. Aucune autre tactique dans l'histoire militaire n'avait jamais porté le nom de son créateur, de son vivant. Pendant la guerre du Vietnam, le tissage évolua. Les pilotes de F-4 Phantom l'adaptèrent aux vitesses supersoniques. Ils l'appelèrent formation fluide à 4. Même principe, même schéma croisé, vitesses différentes. Les pilotes américains l'utilisèrent contre les MiG-17 nord-vietnamiens. Le MiG-17 pouvait tourner plus serré que le F-4, tout comme le Zéro dominait le Wildcat autrefois. Mais le tissage fonctionnait à 600 miles à l'heure exactement comme à 300. Thach prit sa retraite de la marine en 1973, amiral 4 étoiles, 40 ans de service. Il retourna vivre à San Diego, mena une vie discrète, parlait peu de la guerre, ne mentionnait ni Midway, ni Guadalcanal, ni les 2000 pilotes. Quand les journalistes l'interrogeaient sur le tissage, il répondait toujours la même chose. Ce n'était pas du génie, c'était du désespoir. Je voulais simplement que mes garçons rentrent à la maison. Les pilotes de chasse ne l'oublièrent jamais. Chaque année, le 10 février, anniversaire du premier combat d'essai du tissage des aviateurs de marine de tout le pays, appelait Thach pour le remercier, lui raconter comment le tissage avait sauvé leur vie ou celle de leur ailier. Thach écoutait chaque histoire, se souvenait de chaque nom. En 1981, la marine donna son nom à un bâtiment de la base aéronavale de Pensacola Thach Hall, centre d'instruction des pilotes de chasse. Chaque aviateur de marine qui reçoit ses ailes passe devant une plaque de bronze à son effigie, gravée de 3 mots innovés: s'adapter, survivre. Thach mourut le 15 avril 2001 à 86 ans.
Ses funérailles au cimetière national d'Arlington réunirent plus de 300 aviateurs de la marine. Beaucoup avaient plus de 70 ou 80 ans, des hommes qui avaient piloté des Wildcats en 1943, des Phantoms en 1967, des Hornets en 1991. Tous étaient en vie parce qu'un commandant avait réfléchi à des allumettes. Aujourd'hui, le Thatch Weave est toujours enseigné dans chaque école de pilotes de chasse des forces armées américaines, Marine, Armée de l'air, Corps des marines. Des versions modernes, adaptées aux chasseurs furtifs et aux combats hors de portée visuelle. Mais le principe n'a jamais changé: deux avions se protégeant mutuellement, se tournant l'un vers l'autre, croisant leur trajectoire, survivant ensemble. Le Musée national de l'aéronautique navale de Pensacola conserve le paquet d'allumettes original de Thatch dans une vitrine à côté d'une maquette de F-4F Wildcat. L'étiquette indique: le lieutenant-commandant John Thatch utilisa ces allumettes pour concevoir l'innovation tactique qui sauva plus de 2000 pilotes américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Des groupes scolaires passent devant cette vitrine chaque jour. La plupart ne s'arrêtent pas. Mais les pilotes de chasse, eux, s'arrêtent toujours. Ils regardent ces allumettes. Ils comprennent. Si cette histoire vous a ému autant qu'elle nous a émus, faites-nous une faveur, cliquez sur j'aime. Chaque j'aime. Dites à YouTube de montrer cette histoire à plus de gens. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons chaque semaine des histoires oubliées des archives poussiéreuses des récits de pilotes et de commandants qui ont sauvé des vies avec des allumettes et du courage. Des gens réels, un héroïsme réel. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez, du France, d'Allemagne, d'Australie, du Japon. Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas seulement spectateurs, vous contribuez à garder ces mémoires vivantes. Dites-nous où vous êtes, dites-nous si quelqu'un de votre famille a servi. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci de regarder, et merci de faire en sorte que John Thatch ne disparaisse pas dans le silence. Ces hommes méritent d'être rappelés, et vous aidez à ce qu'ils le soient.